mardi. Bonjour à Violaine Vanoyek qui est avec nous ce matin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à Eric Portet. Bonjour à vous tous. Bonjour à Pierrette Noyer. Petra Nussbaum, pardon, je faisais la traduction. C'est moi, ça s'appelle prendre le fouet pour se faire battre. Oui, C'est parce moi que qui c'est lui ai Petra dit. qui vient de me le Bonjour. raconter pendant que nous voyons le geste très du joli, jour. Pierrette. C'est très joli, Pierrette. Ouais, bah on va, oui. Mais enfin, Petra, On passe c'est au très suivant. mignon. Et puis Jean-Marc Cara qui traduit donne Jean-Marc Cara. Tout bêtement, oui. Alors avec Violaine, nous allons parler du Secret du Pharaon, qui est votre dernier roman paru aux éditions de l'Archipel. Un livre qui, quand on finit de le lire, on se dit, tiens, tout compte fait. On sent que la professeure, l'érudit, la spécialiste des civilisations anciennes n'a pas pu s'empêcher, à travers l'art du roman, de simplement faire partager au lecteur un moment de la vie d'une époque révolue, bien sûr, celle du temps de Ptolémée II, et d'une certaine manière de mieux nous faire connaître une civilisation. Pour vous, c'est le meilleur moyen de sensibiliser les gens, le plus grand nombre, à quelque chose qui au départ paraît peut-être un peu rébarbatif? Ce serait une solution, effectivement. Mais ça n'a pas toutefois été ma démarche ici, parce que ce que j'ai voulu faire ici, c'est véritablement un roman policier égyptien, vraiment. J'ai voulu vraiment m'évader un petit peu de toutes les connaissances que j'avais et traiter donc un roman qui pourrait être un roman moderne, mais qui se passe dans l'Alexandrie du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est certain, on a rarement vu ça. Qui est donc une époque révolue, ça c'est absolument sûr. On est bien d'accord. Eric a connu un peu Ptolémée II, mais bon. Je m'en souviens pas, j'étais petit. Et ce qui est formidable, vous l'avez très bien dit Olivier, c'est aussi de faire revivre cette Alexandrie magnifique, puisque c'est la ville dans le bassin méditerranéen qui était alors la plus prospère. On connaît tous le phare d'Alexandrie, on connaît la bibliothèque d'Alexandrie, et c'est ce fameux Ptolémée II qui est donc mort, je le certifie, et c'est ce fameux donc Ptolémée II qui a fait construire le phare et la bibliothèque où affluaient des savants du monde entier, et puis de grands géomètres, et tout ce monde-là se retrouvait donc à la cour de Ptolémée. Alors j'ai fait revivre la cour, mais j'ai fait revivre aussi le quotidien des Égyptiens de l'époque et des Grecs, parce que chose formidable dans cette Alexandrie de l'époque, c'est cette fusion d'une civilisation grecque et d'une civilisation égyptienne. Alors très rapidement, pourquoi? Eh bien parce que les Alexandrins sont des descendants d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a donc fondé Alexandrie, tout le monde le sait. Il a mis sur le trône un Ptolémée. Ptolémée Ier, et nous sommes donc, comme on le disait au début, sous Ptolémée II. Ce sont donc des Grecs qui parlent grec, qui sont au pouvoir. Tous les hauts fonctionnaires de l'époque sont des Grecs et curieusement, peu connaissent le langage égyptien. Alors on peut se dire, mais alors comment peuvent-ils diriger les Égyptiens? Eh bien tout ce monde-là se fond et finalement ça donne une assez belle réussite, je crois, parce que Alexandrie a été, encore une fois, véritablement très très prospère. C'est vraiment d'une grande modernité, Oui, en fait. et c'est pour ça que vous le disiez tout de suite, le roman est très moderne. Mais c'est parce qu'en fin de compte, le monde de cette époque-là est terriblement moderne. Absolument. Ah bien, on retrouve dans les fonctionnaires un Premier ministre, par exemple, bon, qui ne s'appelle pas un Premier ministre, c'est le dit OE7, ce sont des noms impossibles, mais qu'importe. Et puis, il y a toute une hiérarchie de hauts fonctionnaires qui pourraient être des secrétaires d'État ou d'autres ministres, plus ou moins secondaires d'ailleurs. Il y a une hiérarchie énorme et très structurée, finalement, dans cette Alexandrie. Et puis, les gens sont très libérés, ils sont très libres. Bon, par exemple, les femmes, eh bien, peuvent sortir sur l'agora, enfin sur la place publique, faire leur marché, sortir avec des hommes, finalement. Elles n'ont pas le droit d'avoir une sexualité avant le mariage. Elles n'ont pas le droit à une sexualité. Alors ça, ils y tiennent absolument. Ah oui. Alors ça, oui, non, mais les Égyptiens étaient très pointilleux sur ce point de vue-là. Il fallait rester vierge jusqu'au mariage et quand on avait un mari, il est évident que l'adultère pouvait être puni de peine de mort. Ça, ils étaient extrêmement... Ça a changé un petit peu, ça, maintenant. En revanche, il est vrai que je me suis permis quelques libertés, que mes personnages, notamment mon égyptienne Néphérette, oh, bien écoutez, elle attire beaucoup les hommes, donc... C'est normal. Comment est-ce que vous expliquez que ce sentiment grec et égyptien ait pu aussi bien fonctionner, c'est-à-dire que ce mélange des cultures ait pu aussi bien fonctionner, alors qu'il y a une supériorité des Grecs, et c'est une espèce d'invasion quand même culturelle. C'est une invasion culturelle, c'est une invasion sur tout point de vue. Eh bien écoutez, les Égyptiens ont malheureusement été obligés au départ d'accepter, et puis petit à petit ces deux civilisations se sont fondues. Et c'est justement cette évolution qui est intéressante à observer.
observer. Mais au départ, les choses étaient finalement encore beaucoup plus structurées qu'on pourrait le penser, puisque Alexandrie était divisée en différents quartiers. Il y avait le quartier des Juifs, il y avait le quartier des Grecs, il y avait le quartier des Égyptiens. Évidemment, le quartier le mieux considéré, c'était donc, comme vous le disiez, le quartier des Grecs. Voilà. Et donc, les Égyptiens étaient presque des esclaves, en quelque sorte, au service des Grecs. Et puis, petit à petit, ils ont réussi à s'exprimer. Mais, pour terminer tout de même, cette dynastie des Ptolémées, qui est donc aussi ce qu'on a appelé la dynastie des Lagides, sans faire trop savant, eh bien, la dernière de la dynastie, c'est Cléopâtre. C'est Cléopâtre. Et Cléopâtre est une Grecque avant d'être une Égyptienne. Et vous savez qu'elle ne connaissait même pas le langage égyptien. Elle ne connaissait pas le langage de son peuple. Mais quel nez Mais quel nez Juste pour conclure et pour vous rassurer, quand vous allez arriver à la fin de l'histoire, c'est pas vrai, c'est du roman. Oui, c'est véritablement du roman, mais tout le fond historique est vrai et on retrouve des personnages connus qui ont existé, bien sûr. Et une intrigue policière, il faut quand même le noter, même si on est bien sûr en pleine Égypte ancienne, une intrigue policière qui se lie avec le même attrait et la même fébrilité que si on était dans un roman de Conan Doyle ou d'Agatha Christie. Oui, mais sans, voilà, j'aime bien ça Agatha Christie, parce que sans les facilités des enquêtes policières qui peuvent être faites avec beaucoup de sets, etc., c'est quelque chose qui est mené tout en douceur, mais qui nous amène petit à petit à véritablement s'interroger. J'ai un côté un petit peu pervers. Alors j'ai multiplié les suspects, j'ai brouillé les pistes autant que je le pouvais, et quand même je crois que les gens auront beaucoup de mal à trouver le véritable coupable. Le secret du pharaon par une écrivain perverse, vous l'aurez compris. C'est l'édition de l'Archipel. Merci beaucoup Violaine, vous restez avec nous pour le début de cette émission. Volontiers. Nous allons passer maintenant aux animaux avec Petra, car chaque semaine, avec Pierrette, parce que chaque semaine, nous proposons des animaux à l'adoption, entre autres. Mais d'abord, une annonce.